imaginons une seconde qui se comporte de cette façon-là. La force de leur économie, c'est leur secteur financier. Ils ont besoin, pour que leur secteur financier puisse vendre leurs services chez nous, d'obtenir un certificat, un agrément européen. Vous croyez qu'ils obtiendraient l'agrément européen s'ils se comportaient comme Singapour pour pouvoir vendre leurs services financiers, pour que leurs établissements bancaires puissent ouvrir des succursales dans toute l'Union européenne? Ça n'arrivera pas. Donc ils peuvent le faire, ils peuvent le tenter, mais il y aura des mesures de rétorsion extrêmement violentes. Ils vont le tenter, ils sont motivés de le tenter. Quand on regarde, en gros, ils ont dit, Bojo, etc., ils ont dit demain on rasera gratis, et c'est pour ça que les gens ont voté pour le Brexit. Le coût du Brexit, selon Bloomberg Economics, 152 milliards d'euros à ce jour. Fin 2020, on sera à 234 milliards d'euros. Ça, c'est le coût pour les Britanniques. Ils vont devoir remplir les caisses. C'est-à-dire plus que ce que le Royaume-Uni a contribué au budget de l'Union européenne en 47 ans. Ouais. Ça, merci Bloomberg de faire le calcul, on ne l'entend pas dans la bouche des dirigeants britanniques. Maintenant, il faut être vigilant, il ne faut pas non plus commencer à s'affoler. On entend tout et le contraire de tout. On entend que les impôts vont baisser, mais on entend aussi que les dépenses publiques vont augmenter dans tous les domaines. Vous avez entendu la campagne électorale. Effectivement, on rasait gratis, et plus que ça encore, politique industrielle, aide d'État, on ne sait plus très bien d'ailleurs politiquement où se situe le gouvernement britannique. Attendons de voir le programme qui soumet à la Chambre des communes, attendons de voir leur mandat de négociation. Ce qui est sûr, c'est que le mandat qui va être donné à Michel Barnier et à son équipe, et qui va être surveillé de près par le Parlement européen, c'est effectivement de lutter contre la concurrence déloyale. Et Jean Quatremer, Jean Forces a parfaitement raison. Bon, quand Nathalie Baird de chambre... John Forces. Entre nous. Mon nom en anglais, Ça va être plus compliqué. L'accès des services financiers britanniques à l'Union européenne, il ne va pas se faire comme ça. On ne va pas dire oui comme ça. D'abord, le passeport financier européen, on a déjà dit, déjà du temps de Theresa May, que c'était niette. Mais les équivalences, c'est la même chose. On ne va pas les accorder sans qu'il y ait des bonnes raisons de le faire. Et ce que je constate pour le moment, c'est que des succursales s'installent dans l'Union européenne, c'est que des banques qui sont toujours présentes à la City, parce que la City ne va pas se défaire du jour au lendemain, bien évidemment, et prennent leurs précautions et viennent aussi s'installer en Europe, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, parce qu'ils ont une véritable inquiétude. Si le Royaume-Uni décide de faire cavalier seul, il y a un prix extrêmement élevé à payer. Finalement, la City s'européanise. Donc, pour Jean, Singapour sur Tamise, c'était possible il y a 40 ans, c'est plus le cas aujourd'hui. Dans l'économie mondialisée, il faut des passeports, etc. On verra bien ce que fait Bojo. Mais si c'était le cas, ce Singapour sur Tamise, finalement, est-ce que ce serait la bonne option pour les... Mais non, ça ne serait pas la bonne option, parce que sur le plan extérieur, premièrement, la concurrence fiscale au sein de l'Union européenne, elle existe déjà. Hein, on est déjà confronté à ça. Première chose. Deuxième chose, et John Forcy l'a très très bien dit, je pense que les Européens ne resteront pas sans réagir face à des tactiques fiscales agressives. Et après, sur le plan interne, il va subir quand même les pressions des lobbies industriels. Le secteur pharmaceutique, le secteur automobile, le secteur financier. Vous croyez qu'ils vont faire ça? Il y aurait une perte d'attractivité pour le Royaume-Uni qui serait très dommageable. Et puis deuxième chose, en mettant en place une dérégulation massive, il risque aussi d'empirer la situation des laissés-pour-compte. Ces laissés-pour-compte qui ont voté en faveur du Brexit. Imaginez un accord de libre-échange UK-US. Le Royaume-Uni, ce n'est pas l'Union européenne. Ils vont devoir accepter des choses qu'ils n'auraient pas dû accepter dans le cadre de l'Union européenne parce qu'il y a une force de frappe moindre. Et vous croyez qu'ils vont être contents, les agriculteurs et les pêcheurs, quand on va leur dire bouffez des produits américains, allez-y. Non. Donc il y a pas mal de facteurs, à la fois sur le plan extérieur et sur le plan intérieur, qui rendent un peu impossible cette mise en place de ce Singapour sur Tamise. Bon, et sachant qu'en plus, là, on le dit, hein, depuis 2016, au-delà du coût, l'économie britannique s'est contractée de 3%. Mais le Brexit est un marché de dupes. Malheureusement, ça se verra au fil du temps. Pour le moment, vous avez encore des gens pour vous dire regardez, tout va bien. Évidemment, le Brexit n'a pas eu lieu. Il a lieu en théorie le 31 janvier, mais on sait tous que pendant toute l'année 2020, le Royaume-Uni va se trouver dans une situation politique extrêmement inconfortable pour Boris Johnson, c'est-à-dire de prendre toutes les règles que nous décidons et puis être à la table. C'est pour ça qu'il est comme la Norvège. Donc on pourra voir la réalité des conséquences du Brexit
l'année prochaine au Royaume-Uni. Et elles ne seront pas positives. Sauf que le Royaume-Uni a moins d'hydrocarbures qu'a priori la Norvège. Donc, bref, les députés européens font leurs valises ici au Parlement européen, mais pas les fonctionnaires européens de nationalité britannique, que ce soit ici au Parlement ou à la Commission ou au Conseil. Est-ce bien normal? Ils sont environ 2000 fonctionnaires européens britanniques, que ce soit au Parlement, à la Commission, au Conseil européen, bref, dans les institutions européennes. Normalement, ils devraient partir, puisqu'ils ne sont plus ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, là, à partir de ce 1er février. Mais les dirigeants européens, ces grands affectifs, parce que finalement, Jean, ce sont des grands affectifs, les dirigeants européens. Je vous en prie d'ailleurs, vous pouvez vous lever pour partir aussi d'ailleurs. Il n'y a pas un catch remercie. Ah voilà, attention, ils se dispersent. Au revoir, merci, au revoir. En tout cas, les dirigeants européens, ils en ont décidé autrement. Les fonctionnaires européens britanniques vont pouvoir rester. Et ça agace superbement notre tonton flingueur Jean Quatremer, qui en perd ses moyens, qui en perd son micro, mais qui est en place pour l'édito du tonton flingueur de la faute à l'Europe. Moi, quand on m'en fait trop, je ne réactionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. L'Union européenne est décidément bonne fille. Si elle n'embauchera plus de nouveaux eurocrates britanniques à partir du 31 janvier, elle gardera tous ceux qui sont actuellement en place, qu'ils soient fonctionnaires, contractuels ou temporaires. Bon, vous me direz que ça ne fait pas grand monde, puisqu'on n'en compte que 2000 sur 56 000 personnes travaillant pour les institutions communautaires, soit 3,5% du total. Mais où sont les places? Est-ce une si bonne idée? D'autant qu'il a fallu tordre le statut de la fonction publique européenne pour maintenir ces Britanniques en poste. En effet, ce statut prévoit qu'un fonctionnaire est réputé démissionnaire d'office s'il n'a plus la nationalité d'un État membre, ce qui sera précisément le cas des eurocrates britanniques. En toute simplicité, la commission Juncker a décidé, en mars dernier, de ne pas l'appliquer, suivi 2 mois plus tard par le Parlement et les autres institutions. Des décisions à la légalité plus que douteuses, mais que personne n'attaquera devant la Cour de justice. Et ainsi, peut tout rejouer. Il faut dire que c'est une première, et qu'il serait pour le moins injuste de sanctionner des fonctionnaires qui ont toujours été loyaux à l'Union et qui ont fait le sacrifice d'une carrière autrement mieux rémunérée au Royaume-Uni pour travailler à Bruxelles. Mais tout n'est pas rose pour autant pour ces eurocrates. Même si nombre d'entre eux ont été promus depuis le référendum, ils savent que leur carrière va s'arrêter net au lendemain du Brexit. Pourquoi promouvoir un fonctionnaire ressortissant d'un pays tiers alors que les postes dans la hiérarchie sont rares et qu'il est déjà difficile d'assurer un équilibre satisfaisant entre les 27 nationalités? C'est pourquoi nombre d'entre eux ont décidé de prendre la nationalité d'un État membre de l'Union. Beaucoup ont opté pour la nationalité irlandaise, assez facile à obtenir pour eux, ce qui ne fera pas les affaires de Dublin, puisque son poids dans la machine communautaire va brusquement s'accroître, ce qui va ralentir le recrutement de nouveaux Irlandais. D'autres ont pris la nationalité de leur conjoint quand c'était possible, d'autres enfin ont essayé d'obtenir la nationalité belge, leur pays de résidence. Mais même ce sésame n'est pas une garantie, loin de là. Aucun État ne poussera la candidature de l'un de ses naturalisés de fraîche date à un poste hiérarchique au détriment de l'un des siens. Autant dire que leur avenir ne s'annonce pas glorieux. Merci très cher Jean Quatremer. Vous n'êtes pas britannique? Non. Il a demandé sa nationalité. Non. Vous n'avez pas demandé votre nationalité britannique juste avant le Brexit? Ça risque pas d'arriver. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie Loiseau? Est-ce que c'est normal qu'on garde, on disait, les sujets de sa gracieuse majesté vont vivre aux frais de la princesse européenne?